ça va peut-être faire découvrir aux gens qui veulent venir ici une autre part d'eux-mêmes, qui vont se dire « Ah mais en fait le fait de... je peux pas faire ça tout de suite, on le remet à demain. » Ah mais c'est pas grave au final. Venez, mais réfléchissez-y quand même en fonction de votre situation, quoi. Ne venez pas avec votre mentalité de Français, parce que ça va mal se passer. Ça peut... Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de patience maintenant. Voilà. Mais moi, ça m'a quand même appris des trucs. Je suis beaucoup plus persistant, parce que j'ai appris que ici, si tu lâches une demi-seconde, t'entends plus jamais parler du truc, quoi. Je serai jamais vraiment paraguayen parce que je suis né en France et parce que j'ai été éduqué à la française, mais si j'ai des enfants ici, mes enfants seront 100% paraguayens et moi, je me sentirai quand même intégré, tu vois. Bienvenue à tous sur le podcast. On est aujourd'hui avec Greg. Greg, bienvenue. Merci à toi pour l'accueil. Bah, pas de souci. Donc nous, ça fait à peu près un mois qu'on se connaît, on va dire. On va dire ça comme ça, oui, ça fait un petit mois. Et je me suis dit que ça serait intéressant de te recevoir ici parce que bah, tu as un profil qui est peut-être un petit peu différent de nous, les gens qu'on a l'habitude de recevoir. Nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui viennent faire la carte de résident, etc. Toi, aujourd'hui, tu n'as pas fait ces démarches-là. Mais du coup, explique-nous un petit peu pourquoi tu es venu au Paraguay et qu'est-ce que tu fais ici, quoi, grosso modo. Alors bon, je vais vous expliquer mon histoire. En gros, moi, je travaille dans le football en France et j'ai voulu continuer dans ce domaine-là. Et on m'a dit, on va dire, faire quelque chose un peu plus à l'international. Donc, je voulais travailler pour tout ce qui était FIFA, UEFA, etc. Et de contacts que j'ai eu, on m'a dit d'apprendre l'espagnol. Moi, je n'avais jamais appris ça à l'école, à l'université, simplement en écoutant de la musique, en regardant quelques séries hispaniques, on va dire. Ça veut dire vamos a la playa, quoi. Ouais, voilà, à peu près, on va dire ça comme ça, très cliché. Et en fait, le meilleur ami de mon père vient du Paraguay, toute sa famille est ici, et donc je lui ai dit que j'avais la volonté d'apprendre l'espagnol, et donc il m'a dit, bah écoute, vas-y, prends ton billet, et c'est comme ça que je suis arrivé là. Pour le moment, donc l'objectif c'est d'apprendre l'espagnol. Et tout à fait. Comment ça se passe? Est-ce que l'espagnol du Paraguay est compliqué? Alors l'espagnol du Paraguay est compliqué. Je suis allé quelques fois en Espagne, c'est vrai qu'il est différent de l'espagnol d'Espagne. Mais honnêtement, je trouve que les gens déjà avec moi, je ne sais pas avec les autres Français quelle expérience ils ont eu, mais ils sont assez compréhensifs, ils essayent de parler un peu plus doucement. Après, quand je suis dans la vie de tous les jours, c'est vrai que des fois les gens au supermarché ou peu importe font pas forcément l'effort, mais c'est bien aussi pour se faire l'oreille comme on dit. Et la seule différence qu'il y a ici, c'est le guarani, où des fois les gens font un peu un mix entre le guarani et l'espagnol, quoi. Ça t'est arrivé souvent d'entendre du guarani ou... Alors moi, je joue au foot ici. Ouais. Et donc j'avoue que de temps en temps, ouais, au foot, il y a des gens qui parlent guarani ou qui disent des mots, donc ça ne me permet pas de forcément comprendre toutes les phrases, mais c'est pas gênant, on s'y fait. Bah, souvent, moi j'ai l'impression qu'à Asunción, du moins, la capitale, les gens utilisent des mots par-ci par-là, ça va être plus des expressions qui vont caler dans des phrases, mais c'est pas vraiment le guarani qui est parlé à 100%. Bien sûr. C'est plus 2-3 mots dans un certain contexte. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit. Moi, j'avais un peu demandé avec les gens locaux que je connaissais ici. Ils m'ont beaucoup, la plupart du temps, dit que c'était les gens de la campagne qui parlaient plus guarani ou les gens qui travaillent sur les chantiers parce qu'ils viennent justement de l'extérieur de la capitale. Donc voilà. Ouais, moi, de ce que j'ai compris, c'est vrai que c'est plus à la campagne que là, ça devient parfois compliqué de communiquer. C'est vraiment différent. Hein. Pour les gens qui nous écoutent, franchement, ça n'a vraiment rien à voir avec l'espagnol, rien à voir avec le français. Enfin, on n'est pas sur quelque chose de latin, donc c'est assez spécial, quoi. Ouais, le seul point commun, on va dire, avec le français, c'est plus au niveau de la prononciation, je dirais. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de prononciation nasale en guarani. Et le français, c'est aussi une langue avec beaucoup de nasales. Tout à fait. Donc, voilà, ça se rapproche. Pour prononcer, ça va. Mais sinon, c'est galère. On est d'accord, on est d'accord. Et du coup, c'est quoi un petit peu ton plan là, pour apprendre l'espagnol? Tu suis des cours ou tu fais quoi? Alors, mon plan pour... déjà, le fait de jouer au foot souvent ici, ça me permet de me sociabiliser avec des locaux. Parce que moi, clairement, je l'ai dit quand je suis venu ici, c'était vraiment pour... comment dirais-je, pour pas rester avec des Français, pour vraiment me mettre en immersion totale et de pouvoir apprendre au mieux et plus rapidement. Donc ça me permet du coup de me socialiser et d'être en contact qu'avec des locaux. Et ensuite j'ai la chance de travailler dans une entreprise une entreprise
ouais, je dirais quasiment que des Paraguayens. Okay. Et donc ça me permet aussi là, de tout le temps communiquer en espagnol et de me sortir de ma zone de confort, on va dire. C'est clair. Si tu m'étonnes, quand tu débarques, tu parles pas un mot et tu dois parler espagnol, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Ok. Et comment tu as trouvé cette entreprise-là? Qu'est-ce que tu fais? Comme je disais, en fait, le meilleur ami de mon père qui vit à Strasbourg, c'est de la ville d'où je viens. Toute sa famille est ici à Asunción, ses parents, sa sœur, son frère. Et donc, il m'avait donné le contact de sa sœur qui m'a beaucoup aidé ici. Enfin, je vais dire qu'il nous a beaucoup aidé parce que j'étais venu avec un ami à moi qui a dû rentrer malheureusement. En fait, de fil en aiguille, un jour, je suis allé voir, c'est la petite anecdote, le match de rugby de son fils. Et il y avait un ami à elle qui tenait une entreprise, l'entreprise où je suis qui s'appelle Mentou, qui est une entreprise de consulting en tout ce qui est finance. Et donc il m'a dit écoute, t'as quoi comme compétences? Je lui ai expliqué ce que je faisais, ce que j'avais comme compétences. Et ensuite il m'a dit bah écoute, viens dans l'entreprise, ça va être bien pour toi, pour ce que tu recherches. Et ça s'est fait comme ça. Ok, cool. Et ça se passe bien? Ouais, ça se passe super bien. Les gens sont super. Ils sont 5 sociaux, si on appelle ça ici. Associés, ouais. Associés, voilà, c'est ça. Non, ils sont tous géniaux, ils m'ont super bien accueilli. J'avais un petit mot d'accueil, bienvenido a Mentu, avec des bonbons. Enfin, c'était incroyable. Non, c'était incroyable. C'est vrai que nous, on a l'entreprise ici, enfin, on a 2 entreprises. Et on fait ça un peu à la française parce que c'est ce qu'on connaît. Mais j'ai l'impression que quand même la culture d'entreprise en Paraguay est quand même un peu différente. On a pu le voir nous parce que c'est vrai qu'ici on fête vraiment tous les anniversaires, etc. Tout à fait. En France, bon, les gens ils vont dire bon anniversaire, mais il ne va pas se passer grand chose en général. Ça va dépendre des boîtes. En général, il n'y a pas non plus de grosses fiestas. Ici, quand même, il y a un cadeau, il y a un gâteau, il y a toujours quelque chose. Donc ouais, il y a une culture qui est quand même un petit peu différente, même si ça reste des latins et qu'on n'est pas si lointain que ça. C'est ce que je disais à tous les gens qui me demandent « Ah, comment ça se passe au Paraguay ?» Je dis, pour moi, je n'ai pas envie de globaliser l'Europe en général, même en France. Au niveau des relations humaines ici, dans l'entreprise, ça n'a un peu rien à voir. C'est-à-dire que voilà, on va fêter, il y a un calendrier de tous les anniversaires où on va envoyer une carte d'anniversaire à la personne. Les collègues vont se cotiser pour faire un cadeau. Il y a une fiesta qui est organisée. Je travaille dans un open space. Les gens mettent la musique sur haut-parleur fort et personne ne dit rien. Okay. Tout le monde s'ambiance, tout le monde rigole, etc. Alors, j'ai envie de dire, l'entreprise est assez jeune. Ouais. Je ne critique pas du tout, mais voilà, ça aide un petit peu. Mais je pense que ça en France, c'est clairement pas possible ou c'est pas très bien apprécié, on va dire. Ça va dépendre, il y a plein de types de boîtes différents. On est d'accord. Et c'est pas, je dis pas ça en critiquant, mais ça m'a assez interpellé en me disant waouh, ok, d'accord. Et puis tout le monde est content. Il n'y a pas une personne qui va dire écoute, est-ce que tu peux mettre un peu moins fort ta musique ou quelque chose comme ça. Après, voilà, je trouve que c'est une dynamique qui est sympathique. Moi, ça me convient. Peut-être qu'une autre personne, non, et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais en tout cas, je trouve ça assez génial, quoi. Ouais, justement, j'en parlais avec quelqu'un récemment qui me disait qu'ils n'acceptaient pas trop le télétravail ici, que c'était un peu compliqué. Et que, en fait, ils n'aimaient pas trop être au bureau parce que tu as trop de distractions. Ouais, les gens qui foutent la musique, les gens qui discutent entre eux, ils prennent tout le temps des pauses. Alors bon, ça, une fois de plus, ça va dépendre des boîtes, mais la personne me disait que en fait, elle n'était pas très productive au bureau, quoi. C'était une Paraguayenne, Paraguayenne. Ouais. Okay. Et que du coup, s'il faisait du télétravail, ça aurait été presque plus simple parfois. En termes de productivité, on parlait uniquement. Donc, je comprends. Après moi, pour parler personnellement, je suis, on va dire, le contraire de cette personne-là. Okay. C'est-à-dire que moi, le télétravail, j'en ai fait très peu dans ma jeune carrière professionnelle. Mais je trouve que le fait d'être chez moi, justement, j'ai des distractions. Le linge, le ménage, voilà, on a tendance à faire des choses pour essayer de gagner du temps sur notre journée. Alors que quand je suis au bureau, même si j'ai la distraction, on va dire, de mes collègues, je mets ça vraiment entre guillemets, mais je trouve que la productivité est meilleure. Tu peux avoir le contact direct avec les personnes plutôt que de les appeler par téléphone. Dans mon cas, et je dis bien dans mon cas, je trouve que je suis plus productif dans un environnement pro, on va dire, que chez moi. Je pense que ça va dépendre des gens aussi. Et des types de métiers. La personnalité. Je pense aussi, ça, tout à fait. Ok. Moi, j'ai souvent des clients qui me demandent
est-ce que je peux venir au Paraguay sans avoir de boulot et trouver un truc sur place? Alors, en général, je leur réponds oui, mais ça va dépendre des compétences, parce que le problème, c'est que si tu arrives, que tu vas être payé au salaire minimum paraguayen et que tu veux avoir une vie comme en Europe, bah, ça va être compliqué, quoi. Parce que déjà, tu vas vouloir louer un appart bien placé, ça va tout de suite te coûter minimum 500-600 euros. Donc c'est déjà plus que le salaire minimum. Tout à fait. Après, toi, qu'est-ce que tu en penses, trouver un travail ici? Parce que du coup, c'est un peu l'expérience que tu as fait. Exactement. Alors Est-ce que c'est galère ou... Alors moi, je vais être totalement transparent, hein, bien évidemment, c'est le but de ça. Je pense que de trouver un travail ici, c'est possible. Je dirais, avant, il faut que vous vous renseigniez sur les papiers à faire, les procédures administratives. Moi, on m'en avait jamais parlé. J'avais le contact de personnes qui ont des entreprises ici, localement, des Paraguayens, qui m'ont jamais parlé de, je ne sais pas si on a déjà parlé dans des podcasts auparavant, mais du tout ce qui est RUC, résidence et tout et tout. Ouais. Ça, on m'en avait jamais parlé. Donc moi, je suis venu avec un visa touristique classique. Donc ça, déjà, ça m'a bloqué. De deux, c'est comme tu le dis très bien. Pour être honnête, si vous voulez travailler ici, vous allez avoir un salaire d'ici, qui est le niveau de vie comme partout dans le monde, qui est différent. En étant européen de France, vous pouvez tirer un trait sur tout, entre guillemets, ce que vous avez connu, de vos moyens, voilà. Parce qu'en fait, vivre ici avec, je dirais pas le salaire minimum qui est de un peu plus de 350 euros à peu près. Un petit peu moins, ouais. Voilà. On va dire que la plupart des gens gagnent entre quoi, 500 et 600 euros à peu près. Alors ici, vous allez vivre correctement, d'accord? Mais si vous voulez voyager, ouais, c'est fini. Non, mais après, en vrai, le coût de la vie n'est pas très cher. Bon, alors, si tu veux Visa Solution Centre, le centre exécutif, c'est compliqué. Mais on va dire, dès que tu passes sur la banlieue, Fernando, San Lorenzo, tu vas pouvoir trouver même des maisons à 100 ou 200 euros par mois. Mais voilà, après nous on a des standards auxquels on est habitué en Europe, donc c'est peut-être pas pour tout le monde non plus, quoi. C'est ce que je dis. Après, comme je dis, tout dépend de la type de personne que vous êtes. Si vous êtes quelqu'un qui est quelqu'un d'assez simple, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais un peu sans chichi, etc., ça peut vous convenir très, très simplement. Ouais. D'accord, très simplement. Si vous aimez les choses sophistiquées, que vous êtes quelqu'un déjà en Europe, où vous aimez les choses de valeur, etc. Si vous venez ici et que vous décidez de trouver un boulot, même un boulot qui est bien placé, hein, de manager, etc., vous n'allez jamais gagner ce que vous pouvez gagner en Europe et dans d'autres pays. Hein. Donc là, c'est vous et votre choix. C'est ce que je dis aux gens. Je dis, voilà. Après, là où on va bifurquer, j'ai envie de dire, c'est le fait d'avoir comme toi ou comme d'autres un business en ligne, de l'informatique, du consulting, du marketing, peu importe, où vous dealez avec des entreprises européennes qui vous payent à équivalent européen. Et là, par contre, ici, vous avez une vraie qualité de vie qui est incomparable. Parce que pour avoir parlé avec toi, Matt, et avec d'autres personnes, vous gagnez 2000 euros, rien que 2000 euros ici, mais vous êtes... c'est l'expression, si vous êtes royal, quoi, hein, clairement. Hein. Souvent, je faisais la blague avec des potes, je leur disais, mais en fait, tu n'arrives même pas à dépenser plus que ce que tu... Enfin, oui. Même si tu voulais dépenser plus, tu ne pourrais pas. Oui. Parce qu'en fait, le coût de la vie est tellement bas que même en te faisant plaisir tous les jours, tu vas très vite arriver au maximum, en fait. C'est ça. Et en fait, ici, tous les gens locaux qui me demandent « Ah, comment c'est en France, etc. » Moi, je leur explique très simplement. Je leur dis, le salaire minimum en France, le SMIC, c'est 1469 exactement, si je ne me trompe pas trop. Et ils me disent « Waouh, c'est beaucoup. » Je dis « Oui, c'est beaucoup. Pour vous ici, c'est pas péjoratif, mais c'est beaucoup. » Mais je dis « En France, avec ça, vous vivez difficilement. » Et je leur explique. Je prends la viande parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde mange. Ici, vous avez une bonne pièce de viande pour... Allez, une bonne pièce de viande pour entre 5 et 9 euros, je dirais. Ouais. Voilà. Correct. En France, pour 1 kilo de viande de qualité moyenne, ça vous coûte tout de suite 25-30 euros. Non, c'est clair. Et c'est ce que j'explique aux gens. Et les gens me disent « Ah punaise, mais c'est pas possible que ça soit aussi cher. » Je dis « Ici, vous vous rendez pas compte. » Ouais, là, ici, le poulet ou même la viande, on va dire la moins chère, tu vas commencer à 3-4 euros le kilo. Et après, tu vas sur des belles pièces, franchement, tu dépasses jamais les 10. Mais tout à fait.
Alors qu'en France, les belles pièces, tu dépasses facile les 50. Quoi. Facile, très facilement, très facilement. C'est ça. Donc voilà, donc après, tout est relatif, tout va avec le niveau de vie et le salaire. Le salaire est bas, mais le niveau de vie est bas. Voilà. Moi, je pense que si vous voulez venir vous installer là, il faut vous poser la question. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que je veux partir de la France pour en ayant quelque chose en ligne ou peu importe, voilà, en travaillant pour une entreprise française en Amérique latine ou peu importe. Là, je vous dis, foncez si vous en avez le courage et que vous en avez envie, parce que là, vous allez vraiment y gagner. Vous allez vivre autre chose, voir d'autres cultures, d'autres manières de fonctionner, et vous allez avoir beaucoup de pouvoir d'achat. Par contre, si vous quittez tout pour venir ici et vivre en tant qu'employé, là, je vous dis, réfléchissez. Pardon. Il faut y réfléchir à 2 fois. Ouais, enfin, il faut réfléchir clairement à 2 fois. C'est sûr. Et alors, c'est comme je disais, après, ça dépend aussi des compétences. C'est-à-dire, imaginons la personne est ingénieure en aéronautique ou je ne sais pas, je ne suis pas du tout expert là-dedans, mais on va dire que c'est quand même un poste qui peut être important. Il suffit de trouver une boîte, là tout de suite ça va payer beaucoup plus. Alors évidemment ça ne va pas être les mêmes salaires qu'en Europe, mais ça va être suffisant déjà pour gagner bien. Je ne sais pas, quelqu'un qui va pouvoir gagner sur un poste en France entre 5 et 10 000 euros par mois, on va dire des postes très importants. Ici il va pouvoir peut-être dépasser les 1500, 2000 sans trop de problèmes. Oui, donc je pense aussi. Il y a quand même un delta très important. Mais bon, avec 1500, 2000 on fait déjà pas mal de trucs. Ici on fait beaucoup de choses, bien sûr. Après, bon, effectivement, le mieux c'est de travailler pour des entreprises étrangères à l'international. Il y a beaucoup d'expats, voilà, ils travaillent aux États-Unis à distance, ils gagnent des salaires à 4-5 000, même sur des postes qui ne sont pas spécialement qualifiés, enfin un minimum, mais c'est pas incroyable non plus. C'est vrai que la paye des États-Unis, elle est très importante, donc bien sûr. Il suffit que tu trouves une bonne entreprise qui accepte le télétravail, tout de suite tu peux gagner des sommes qui sont incomparables. Bien évidemment. Après, moi, c'est ce que je dis aussi, c'est que le problème dans cette histoire-là, c'est que ce n'est pas le cas de tout le monde. Non. Là, on parle à une minorité de personnes. Combien de personnes font du full télétravail? Il faut déjà avoir les compétences dans le domaine, donc c'est beaucoup tout ce qui est informatique, marketing, communication, d'accord? Et le reste, ça va être soit les business en ligne du type dropshipping ou tout ce qui va avec, ou c'est vous travaillez pour une entreprise étrangère, comme tu dis, pour une entreprise française, pardon, ou européenne à l'étranger. Mais le nombre de personnes qui font ça sur la population française entière, c'est rien du tout. C'est vrai que sur le total, c'est vrai que c'est pas, en termes de pourcentage, c'est peu. Ouais. Bien sûr, c'est clair. Bien sûr. Donc c'est ça. Alors, je peux comprendre que ça soit attractif. Je peux comprendre que les gens se disent et on comprend aussi actuellement, vu la conjoncture qui se passe en Europe et en France, que les gens se posent des questions sur quoi faire. Voilà, c'est super sympa de faire des types de podcasts comme ça où on explique l'expérience. Toi, tu as beaucoup plus d'expérience ici que moi. Moi, ça fait que bientôt 3 mois que je suis là. Mais j'ai déjà vu et compris comment ça fonctionnait. Donc moi, c'est ce que je dis à tous les gens qui ont envie de venir, venez. Mais réfléchissez-y quand même en fonction de votre situation, quoi. C'est vrai, il faut y réfléchir. Nous, on vend aussi le truc en mode, c'est vrai que tu as un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison, c'est pas non plus pour tout le monde. Parfois, il y a des gens qui vont avoir un CDI en France, on va dire, je sais pas, tu es caissier dans un supermarché, sans être péjoratif, la transition pour passer et s'expatrier à l'autre bout du monde, elle est difficile. Très difficile, très difficile. Donc, ça dépend de la motivation de chacun. Moi, j'estime que tout le monde serait capable potentiellement de développer un revenu en ligne ou de travailler sur une entreprise internationale. Ça va demander des efforts importants, surtout quand tu n'es pas du tout dans ce monde-là. Après, si tu as vraiment envie de partir de France et si tu es vraiment motivé, moi, je pense que tout le monde peut y arriver, quoi. Bien sûr, je pars du principe, comme toi dans la vie, c'est que je ne suis pas les gens qui font de la motivation à dire si tu veux, tu peux. Dans la vie, c'est pas aussi simple que ça. Mais je pars du principe que si on s'en donne les moyens, on peut réussir à faire quelque chose. Alors, est-ce que c'est la réussite comme vous l'attendez, j'ai envie de dire, tu vois? Je dis vous au terme général. Mais je pense qu'il y a possibilité. Après, les choses vont se faire avec le temps. Moi, j'étais pas dans la même mentalité quand je suis arrivé que quand je suis maintenant et ça fait que bientôt 3 mois. Et toi, tu n'es pas dans la même mentalité que moi parce que ça fait bien plus longtemps que tu es ici. Donc, tout se fait avec le temps, tout avance, les opportunités.
La chance qu'il y a ici, c'est que c'est un pays qui avance rapidement, donc les opportunités se créent, il y a des choses à faire. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en Europe, qui marchent très très bien, qui ne sont pas encore faites ici. Donc ça peut être une porte d'entrée aussi pour les gens qui veulent s'expatrier. Après, c'est comme je dis, dans la vie, c'est toujours pareil, c'est un risque. C'est un peu le poker, c'est comme la roulette. Ça peut très bien se passer, comme ça peut, on va dire, quand je dis s'écrouler, voilà, ça peut mal se passer. Ouais. Mais ça, c'est vous et vos capacités, votre chance, ce que vous décidez, les portes que vous prenez pas. Voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'ici, il y a beaucoup d'opportunités parce que bon, voilà, il y a un décalage en termes de développement, c'est sûr, c'est normal. Donc, quelqu'un qui souhaiterait entreprendre, qui a des sous de côté, voilà, il peut très bien venir ici et commencer à démarrer un projet. Alors, pour autant, je le précise, il ne faut pas croire que c'est facile et qu'on est des génies du business juste parce qu'on est français et qu'on est meilleur que les autres. Non, ça reste du business, ça reste du travail et c'est pas parce que c'est l'Amérique latine que tout va tomber du ciel pour autant, quoi. Voilà. C'est tout à fait ce que je dis. Je déteste moi et je pèse mes mots, les gens qui souvent viennent d'Europe dans d'autres pays et qui pensent qu'ils sont les meilleurs, les plus beaux, les plus forts et qui connaissent tout. Et ça aussi, c'est aussi propre aux Français qui aiment bien un peu, voilà, je suis français, je bombe le torse. On a beaucoup à apprendre de ce qu'il y a ici honnêtement, pour avoir travaillé là dans une entreprise qui est locale et qui a des manières de fonctionner locales. On a beaucoup à apprendre, notamment humainement. Je trouve que ça se perd énormément en Europe, les relations humaines, alors qu'ici, ils les ont encore beaucoup. Donc c'est super. Après, c'est sûr qu'au niveau infrastructure, ça, je ne peux pas le mentir. Les infrastructures sont plus développées en Europe. C'est clair. Mais, je mets un mais, la tendance va s'inverser, je pense. Enfin, au moins, va s'égaliser. Parce que là, quand je suis actuellement dans un Airbnb dans le centre, aux alentours du centre, franchement, il y a une piscine sur le toit, il y a une salle de gym, tout est super, des plaques électriques dernier cri. Donc, voilà, les nouveaux bâtiments qui se font, c'est moderne. Ouais. Après, c'est quand même différent de l'Europe, parce que là, ici, voilà, on le voit au niveau des infrastructures, même routières, etc. C'est bien différent. Hein. C'est dû aussi au fait qu'il n'y ait pas d'impôts, ou très peu. Donc ça aide pas non plus. Mais je veux dire, moi, je veux pas, si je peux donner un conseil aux gens qui viennent ici, ne venez pas avec votre mentalité de Français. Parce que ça va mal se passer. Ça va très mal se passer. Parce que de un, les gens vont tout de suite le ressentir. Et de deux, j'estime de mon point de vue que c'est pas respectueux envers les gens. Ouais. Venez, découvrez comment les gens fonctionnent, comment la société fonctionne, leur mentalité. Et en fait, en vous mettant dans le moule d'ici, vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités que de garder votre mentalité de « moi, je suis le meilleur » et « ah, c'est mal fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, etc. » Si, c'est comme ça que ça fonctionne. Juste adaptez-vous. Ouais. C'est ce que je dis aux gens. C'est vrai. C'est ce que je dis aux gens. Mais on peut amener, voilà, peu importe le métier, je parle aux gens qui vont potentiellement ou qui veulent venir, peu importe votre métier, vous pouvez apporter votre touche. Parce que eux aussi, ici, ont des choses à apprendre de chez nous. Hein, on est d'accord, hein, c'est des vases communicants. Mais je parle au niveau de sociétal, de comment la société fonctionne. Adaptez-vous à la société d'ici. Ouais. Et ici, ça fonctionne beaucoup en relation. Comme tu disais, il y a tout l'aspect social. Et franchement, dès que tu commences à avoir des contacts, ça t'ouvre énormément de portes. Et moi, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Non seulement les gens sont très gentils ici, ils vont toujours vouloir t'aider. Même si bon, il y a parfois des gens qui critiquent un petit peu les Paraguayens pour certains aspects, on est différents, donc voilà, c'est sûr. Moi, quand même, je trouve que c'est un aspect très positif, comment sont les gens, et bien sûr, après, il y a des notions du temps qui sont différentes, parfois il va falloir être un peu plus patient, mais non. Je sais plus, je me suis perdu un peu dans mon explication. Mais, en fait, moi, je pars du principe, comme tu dis, que en fait, oui, ils ont une manière de fonctionner différente, oui, ça va prendre plus de temps, mais en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ça va peut-être faire découvrir aux gens qui veulent venir ici une autre part d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont se dire « Ah, mais en fait, le fait de… Je ne peux pas faire ça tout de suite, on le remet à demain. » Ah, mais c'est pas grave au final. C'est pas grave, parce qu'on est beaucoup dans une course effrénée au temps, on veut que ça aille vite, on veut que tout se fasse rapidement, et c'est la société beaucoup en Europe qui est comme ça, hein, clairement. Ouais. Hein.
Et ici, c'est différent. Les gens prennent le temps de vivre. Les gens prennent le temps de vivre. Ils vont au parc, ils sont tranquillement. Même dans le boulot, les tâches avancent. Elles avancent pas très vite. Ça dépend bien sûr de quoi, hein, mais ça les dérange pas forcément. Ils disent c'est pas grave. Demain, c'est pas grave si c'est demain. Alors oui, comme tu dis, c'est vrai que je connecte avec ce que tu dis là. Non seulement les gens ils vont découvrir une autre manière d'être et de faire. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de patience maintenant. Voilà. Et deuxièmement, pour le business, c'est un peu gênant que ça avance pas trop. Mais moi, ça m'a quand même appris des trucs. Je suis beaucoup plus persistant. Je suis beaucoup plus je vais relancer, genre des dizaines et des dizaines de fois jusqu'à ce que le truc soit fait. Parce que ça m'a appris à être persistant et à pas lâcher le truc. Et ouais, je pense que je suis beaucoup plus... je vais beaucoup plus au bout des choses qu'avant parce que j'ai appris que ici, si tu lâches une demi-seconde, tu n'entends plus jamais parler du truc. Quoi. Donc maintenant, j'y vais à fond. Quoi. C'est des choses à savoir et tu as tout à fait raison dans ce que tu dis et je rebondis aussi par rapport à ça. Ça te permet d'être plus persistant. Tu vois, là, ça t'a sorti de ta zone de confort professionnel, des attentes que tu avais. Alors, je peux comprendre que dans un business, construction, projet, investissement, peu importe, que ça aille lentement des fois, problématique, parce que quand il faut rendre une appel d'offres, peu importe, la date, c'est la date. On peut, une fois, il y a des petits délais de temps en temps, mais voilà, la plupart du temps, il faut rendre en temps et en heure. Mais ça nous permet aussi de nous rendre compte que nous, moi, je parle en tant qu'Européen, on est souvent on veut que ça aille vite, tout. Et des fois, on priorise des choses où, au final, c'est pas si important que ça. Et on va se dire, je veux que... on va dire, on a 5 choses devant les yeux, on va dire qu'il faut que les 5 aillent extrêmement rapidement et que ça aille vite. Alors que des fois, la 4e, elle n'est pas obligée d'aller si vite que ça. Et bien ici, on le voit. Des fois, le fait qu'on se dise, de toute façon, je peux pas, ça me fonctionne comme ça, c'est au lendemain, on se rend compte que, au final, le lendemain, qu'est-ce que ça m'a changé quoi en fait? Que ça soit fait aujourd'hui. Peut-être tu as stressé plus de monde, peut-être que ça t'a empêché d'avancer sur d'autres choses qui sont au final plus importantes. Voilà. Donc le tout, c'est de bien gérer tout ça dans votre domaine professionnel qui est le vôtre et voilà. Mais moi, je pense que ça nous fait aussi réfléchir sur comment on veut avancer dans le business et comment fonctionne le business. Et c'est là où on en revient sur le fait que de voir d'autres manières de fonctionner, ça nous permet d'avoir d'autres cartes dans notre main et d'avoir un point de vue européen, français, d'avoir un point de vue Amérique latine. Si vous avez eu d'autres expériences, je ne sais pas toi si c'est ton cas, mais de voir comment ça fonctionne aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Inde, je ne sais pas, peu importe vos histoires. Mais je trouve ça extrêmement intéressant et je trouve qu'il faut puiser un peu partout pour se construire en fonction de ce qui nous convient, notre voie et notre éthique business, on va dire. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, ça va aller puiser des ressources que tu n'avais pas forcément et du coup, ça va te faire progresser en tant que personne. Moi, il y a une comparaison que j'aime souvent faire parce que souvent, les gens ils me disent ici, les Paraguayens conduisent n'importe comment. Et moi, je dis, non. Enfin, non, c'est pas ça. Ils me disent souvent, les Paraguayens conduisent mal. Et moi, je leur dis, non, c'est pas vrai. Moi, je trouve que justement, les Paraguayens sont des très bons conducteurs. Alors, ça va être un peu contre-intuitif, mais effectivement, si tu regardes dans la rue, c'est le bordel. Tu n'as pas de règles, enfin, tu as des règles officielles, mais ce n'est pas vraiment respecté. Mais pourtant, le trafic marche très bien. Après, les routes sont un peu chargées, mais ça, c'est une question d'infrastructure. Bien sûr. La circulation, ça fonctionne très bien. Les gens se croisent, les gens passent, etc. Ça klaxonne un petit peu de temps en temps. Et en fait, pourquoi est-ce que je dis que les Paraguayens conduisent bien ? C'est parce qu'en fait, ils sont confrontés à beaucoup plus de situations différentes. Tout à fait. Ils vont devoir être beaucoup plus attentifs à la route. Alors que si tu conduis en France, tout le monde, plus ou moins, va respecter le code de la route. Donc, tu vas être confronté à moins de situations extrêmes. Tout à fait. Et donc, tu vas avoir moins d'adaptabilité. Ici, les gens qui conduisent, ils ont énormément d'adaptabilité. Ils vont être beaucoup plus réactifs. Alors, il y a quand même des accidents. Il y a plein de gens qui conduisent n'importe comment. J'en ai vu en direct. Ça arrive quand même. Je ne vais pas faire l'éloge de la conduite au Paraguay. Mais c'est pour dire que c'est partout pareil. Plus tu vas être confronté à des choses différentes, plus tu vas gagner en flexibilité et plus tu vas être adaptable. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que les gens ne conduisent pas mal ici.
C'est juste que les règles sont différentes. Les règles sont très différentes. Ouais. Alors ça, par contre, si on fait une parenthèse sur la circulation et les moyens de locomotion ici, ouais. Alors déjà, bon, le bus, je ne l'ai pas pris, mais on m'a dit que c'est une expérience à faire. C'est très sport. Voilà, c'est très sport. Ça fait très peur. Ouais, honnêtement. Après, voilà, je ne critique pas, mais on m'avait prévenu. L'habit de mon père m'avait dit, si tu vas dans le bus, prends un petit moyen de te protéger au cas où avec toi, on ne sait jamais. Voilà. Mais sinon, oui, donc déjà, moi je suis allé 1 an auparavant à Rio, au Brésil, donc qui est aussi Amérique latine, différent d'ici. Il faut savoir, c'est que l'Amérique latine, c'est la moto. Ouais, déjà. Ouais, c'est vrai. Pourquoi la moto? J'explique un peu aux gens s'ils ne savent pas, mais peut-être qu'ils savent. C'est parce que c'est pas cher. C'est un moyen de locomotion qui est rapide, facile et qui est pas cher. Et quand tu as des bouchons, c'est quand même bien, quoi. Tout à fait. C'est un gain de temps, c'est un gain de beaucoup de choses. Donc ici, c'est comme au Brésil. J'ai trouvé que les Brésiliens étaient d'extrêmement bons motards. Mais c'était impressionnant. Et je suis venu ici, et là, ici c'est pareil. C'est la Kenton, hein, la marque locale d'ici. Ah, c'est une marque chinoise. Ouais, mais quand je dis local, oui, c'est ils utilisent beaucoup parce qu'en Amérique, quand j'étais au Brésil, je n'ai pas vu honnêtement de la marque là. Mais oui, c'est une marque asiatique qui est ici depuis un bon moment. Et en fait, c'est ça. La conduite, c'est faire attention à énormément de choses, notamment les motos qui sont d'extrêmement bons motards, mais ça veut dire que vu qu'ils sont bons, ils vont vite, ils zigzaguent, etc. Donc toi en voiture, tu dois faire de plus en plus attention. Ouais. De deux, ici, c'est la loi du plus fort pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de feux rouges dans la ville. Donc, c'est beaucoup des quadras, comme ils appellent. Et donc, en fait, c'est le plus fort qui passe. C'est-à-dire que les gens, si vous n'êtes pas sur la route prioritaire, il va s'introduire dans le carrefour, petit à petit, jusqu'à le bloquer et passer. Je suis 100% d'accord avec toi. Et donc les trajets, c'est pour ça qu'on parle de temps et de patience en même temps. C'est qu'un trajet de 3 km, ça peut vous prendre 25 minutes. Ouais. 25 minutes parce qu'en fait ça prend du temps à passer les intersections, il n'y a pas beaucoup de feux donc la circulation, et c'est une ville qui s'est étendue très rapidement, donc il y a eu énormément de monde et toutes les personnes en 2025 ont des voitures, 1 voire 2 voitures par foyer, voire 3, des motos, etc. Donc ça fait du monde. Ouais. Et donc c'est ce mélange qui crée on va dire la synergie de la route ici, si on peut appeler ça comme ça. Et donc c'est assez folklorique. Moi je prends beaucoup de Uber ici. J'ai eu des scènes qui me reviennent en tête, ou des freinages d'urgence parce qu'il y a une moto qui passe, parce que devant ça a pilé, parce que enfin plein de situations, mais jamais eu de problème. Les gens ont toujours été réactifs, etc. C'est comme tu dis, ils sont adaptés à la route. Ils ont des réflexes que potentiellement des gens en Europe n'ont pas. Hein. Et on parle pas des pays asiatiques, hein, parce que dans les pays asiatiques, c'est encore pire. Hein, et c'est pour ça que moi, je suis jamais allé, hein, mais tous les gens qui sont allés à Bali, à Taïwan, en Chine, etc., c'est sport. C'est très sport. Le pire que j'ai fait, c'est l'Inde. Ah ouais. Là, c'est vraiment le niveau extrême. Ouais, ça doit être extrême. Ouais, une fois que tu as fait l'Inde, le reste, c'est de la rigolade. Ouais, c'est de la rigolade, je comprends. En plus, c'est à gauche, donc non seulement c'est le bordel, et en plus, c'est inversé, quoi. C'est assez spécial. Ouais, voilà, je pense qu'il vaut mieux. Mais je suis allé dans la ville de Ciudad del Este en voiture avec mon ami. Et Ciudad del Este, c'est particulièrement connu pour la conduite. Oui, c'est vraiment. Je pense au Paraguay, c'est l'endroit où c'est le plus extrême. Ouais. Vraiment. Et c'était sport. Après, moi, je le dis, je roulais déjà très mal en France. C'est-à-dire que je roulais déjà un peu à la paraguayenne en France. Ok. Donc ici, je suis gentil, voire normal. Ouais. Mais les méchants d'ici, ils sont vraiment. Mais, tu sais que là, moi, ça fait 1 an que je conduis ici. Ok. Même un peu plus maintenant. Et ma conduite, elle est passée sur un autre niveau, quoi. Oui, vraiment, je crois que je suis pire que la plupart des gens d'ici. Je suis vraiment devenu. C'est pas bien ce que je dis, mais moi, je respecte vraiment aucune règle. Ouais. Et parfois, tu sais, t'as des feux rouges et t'as des stations-service qui font l'angle. Ouais. Pour éviter le feu, tu passes. Moi, je coupe comme ça. Enfin bref. Je vois les gens vont dire. Passé en mode furie totale, quoi. En fait, j'ai vu des gens faire. Après, je me suis dit putain, c'est pas mal ça. Ça fait gagner du temps. Ouais, je comprends. Et du coup, je me suis mis à faire ça. Et comme tu dis, c'est vraiment la loi du plus fort. En fait, tu t'imposes et tu passes, quoi. Et du coup, en fait, je pense qu'on a le mauvais combo.
c'est qu'en tant qu'Européen, on est pressé de base. Et après, quand tu chopes la conduite paraguayenne, ça te donne tous les vices possibles imaginables. Ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. C'est ça. Même au niveau du temps. Hein. Moi, quand je prends les Uber, je calcule plus le temps qu'il y a marqué dessus. Je me dis, je prends toujours de la marge si je peux. Parce qu'en fait, tu n'es jamais à l'abri de tout et n'importe quoi. Enfin, c'est pas. Alors, c'est pas non plus. Attention, c'est pas. Vous imaginez pas que c'est n'importe quoi et qu'il y a des gens qui réparent des voitures au milieu de la route et tout. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste qu'en fait, au niveau de la conduite, vu qu'il y a très peu d'infrastructures pour la fluidification de la circulation, donc clairement feu, stop, rond-point, etc., qu'en fait, c'est la loi du plus fort et la gentillesse de chacun. Ah oui, après, parfois, il faut quand même savoir laisser passer. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est vrai, ça dépend. Il y a un peu tout le monde, mais il y a quand même des gens qui laissent passer. Enfin, il y a un petit peu de tout. Hein. Faut pas croire que les gens non plus sont super fermés. Non, pas du tout, pas du tout. Non, ça va. C'est chacun, mais ça va être. On va laisser passer 5 voitures passent, et ainsi de suite, et ça se fluidifie comme ça, mais ça prend le temps que ça prend. Après, voilà. C'est comme je dis, voilà. Si on en revient, vous êtes français, ne commencez pas à râler sur la route, à vous dire punaise, mais pourquoi ça avance pas, c'est pas normal. On se calme, ici c'est comme ça, on s'adapte à la vie locale. C'est clair. Voilà comment on fait. Ouais. Et après, j'ai quand même l'impression qu'il y a une évolution qui se fait. Je trouve qu'il y a de plus en plus de contrôle quand même. Ils essayent d'appliquer quand même un petit peu plus les règles qu'avant. Alors je pense que ça va prendre quand même de nombreuses années avant d'être quelque chose de très carré comme ce qu'on peut connaître en Europe. Et je suis même pas sûr qu'un jour ce soit comme ça pour autant. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution. Ils appliquent quand même les règles. Par exemple ici, il faut avoir tes phares. Et tu te fais arrêter si tu n'as pas tes phares. J'en ai fait les frais. Ouais. Donc j'allais dire pour tous les Français ou les gens qui veulent venir ici, mettez vos phares. Voilà, même en journée. Ouais. Parce qu'en fait, quand je suis allé à Ciudad del Este, j'ai eu les frais de ça. Je me suis fait arrêter par un barrage de police. Ouais. Et le petit monsieur avec son beau képi et sa grosse moustache m'a dit que... Et t'as fait payer? Je dis la version officielle ou officieuse? Tu peux dire ce que tu veux. Okay. Après... comment ça s'est fait? Voilà. Alors ça, c'est une particularité de l'Amérique latine. Si ça vous fait un peu frétiller, c'est vrai. Ici, la corruption, elle est là, elle est ce qu'elle est. Vous pouvez corrompre la police, en toute honnêteté. Ouais. Donc en fait, il a voulu mettre son amende. Donc il avait sa petite tablette bien comme il faut, comme en Europe, avec son petit truc et tout. Et en fait, moi j'ai appelé l'ami de mon père, donc je l'ai appelé, il était en France, hein, j'ai dégainé le téléphone, je l'ai appelé directement. Donc ça a un peu surpris le policier qui s'est dit pourquoi lui il prend son téléphone. Et donc je lui ai demandé qu'est-ce que faire. Il m'a dit écoute, faut que tu payes sinon ça va mal se passer, ce qui est normal. Il m'a dit par contre, tu peux y aller à la locale et envoyer sous le manteau quoi. Ouais. Et donc en fait, il voulait me faire payer l'équivalent de 80 €. J'ai dit pour des lumières d'une voiture, je pense que là il a compris qu'il allait être tranquille et que j'allais payer. Et donc en fait, moi j'ai juste dit que j'avais que la moitié, donc l'équivalent de 400 000 guaranis, ce qui fait à peu près une quarantaine d'euros. On m'a dit par la suite que si j'avais donné moins, ça serait passé aussi. Mais oui, c'était la première fois, voilà, maintenant on sait. Et il m'a ramené à l'arrière du pick-up. Il m'a dit je lui ai dit écoutez, j'ai que ça. Je lui ai donné l'argent, je suis parti. Tranquillement. Ouais. Voilà. Mais en toute sincérité, moi, je me suis fait arrêter là, hier. Et parce que pareil, j'avais oublié de mettre la lumière. En plus, je le savais, je suis vraiment bête. Et donc, ils voulaient me faire payer. Alors ici, il fonctionne en jornales. C'est en gros le salaire pour un jour. Ouais. Donc les lumières, c'était 4 jornales. C'est à peu près un peu plus de 400 000. Ouais, c'est ça. Et après, j'avais aussi mon habilitation, c'est-à-dire c'est en gros le fait d'avoir le droit de rouler, tu dois le rénover tous les ans à ta municipalité. Je ne l'avais pas fait et c'était jusque fin juillet et là on est début août. Ah ouais. Et donc là, ils voulaient m'en mettre 6 en plus. Donc ça me revenait à plus d'1 million de guaranis. Donc ça faisait plus de 150 € quasiment, enfin, un peu plus de 100 €. Et en toute honnêteté, moi pareil, je me suis arrangé avec la personne. Et honnêtement, au début, quand j'étais arrivé au Paraguay, je trouvais que c'était bien parce que voilà, il n'y avait pas de prise de tête, tu pouvais payer moins cher et ça arrangeait tout le monde. Et en fait, ce qui m'est arrivé hier, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, bah en fait, c'est ma faute, c'est moi qui n'ai pas mis les lumières, c'est moi qui n'ai pas mes documents à jour. Et je trouve que c'est dommage
qu'au final ça aille dans la poche de cette personne-là. Parce qu'au final, bah, peut-être que ça ralentit aussi un peu le pays en faisant ça, tu vois. Ouais, j'allais rebondir sur ce que tu fais. J'allais venir. En soi, c'est comme tu dis, c'est toi et ton éthique. C'est comme les gens qui me disent de toute façon, moi, ça sert à quoi que je recycle? Je suis entre guillemets une goutte d'eau dans l'océan. Mais si tout le monde pense comme ça n'avance pas. Ouais. On est d'accord. Hein, ouais. Et là, c'est pareil. Est-ce que toi, en faisant ça, moi, je suis le premier, j'étais super content que le mec me laisse partir, qu'il n'y ait pas de souci. Ok. Mais sauf que là, en soi, on cautionne la corruption. On cautionne la corruption et on cautionne le fait que le pays soit entre guillemets comme il est. C'est-à-dire où, voilà, moi j'ai parlé avec des Paraguayens ici qui m'ont dit que comme quoi, je ne vais pas venir dans tout ce qui est politique, mais que des fois ça grasse un peu des dents parce qu'ils ne savent pas trop où va l'argent ou des choses comme ça. Ok. Et là, nous en fait, on contribue à que ce cheminement, ce mécanisme avance. Ouais. Donc, moi je pense que ce que tu as fait, c'est bien, entre guillemets, ça t'a dépanné. Après, par la suite, je comprends ton état d'esprit de me dire, en fait, c'est moi qui ai fauté. Bah, c'est moi qui ai payé les frais, je paye comme tout le monde, et puis voilà quoi. Après, c'est sûr que tu as le choix entre payer plus de 100 € ou alors 30 €. Bah, le choix est quand même vite fait. Le choix est vite fait, on est d'accord. Hein, on est d'accord. C'est sûr. Mais bon, après, voilà, faut pas se faire arrêter en ayant fait n'importe quoi. Voilà. Et donc, si on peut donner, peut-être que ça sera l'occasion de ne pas faire un podcast, mais une petite vidéo où tu donnes tous les tips à tous les gens qui veulent venir de faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça. Comme ça, les gens, ils savent. Voilà. Ouais, ça pourrait, ouais. Ça pourrait être bien, comme ça, toi, au moins, les gens, ils ont tout de suite tous les petits tips et ça leur évite de perdre de l'argent bêtement. Ouais. Le truc, je sais pas si tu sais, mais la période de Noël, il paraît qu'il faut faire très attention. Pas du tout. Parce que, voilà, après, je dis ce que j'ai entendu du moins. C'est que, bah, du coup, vu qu'il y a les cadeaux de Noël, etc., ils sont un peu plus agressifs sur les… Okay. Ils t'arrêtent un peu plus sur les tarifs. Ouais. Alors moi j'avais déjà entendu ça par un prof que j'avais à l'université qui disait qu'il était parti au Mexique et que comme quoi en fait les policiers se battaient pour avoir les meilleurs ronds-points qui rapportaient le plus. C'est-à-dire que le gradé, il avait le meilleur rond-point pour avoir le plus de pourboire, si on peut appeler ça un pourboire, possible. Donc ouais, je comprends. Ouais, après. C'est un peu ça, ouais. Après, comme je dis, ils s'en sortent. Voilà, j'ai pas envie de dire que c'est bien ce qu'ils font. Non, c'est sûr. Mais ils savent, ils ont leur pouvoir, ils savent ce qu'ils peuvent faire, ils essayent de faire de l'argent en plus. On est tous humains, on a tous des besoins, des envies, voilà, ils ont peut-être une famille avec 5-6 enfants. Non, mais après, avec son salaire, il est en difficulté. Voilà, quand tu es fonctionnaire de police ici, t'es pas bien payé. T'es pas bien payé. Ah non, c'est sûr. Hein. Donc après, il y a la tentation, c'est normal. Ah, c'est normal, hein. On est d'accord. J'aurais aimé voir un petit peu un sujet avec toi aussi, parce que toi, tu es joueur de foot, tu étais quand même d'un niveau assez élevé. Si tu peux nous donner un peu de contexte et après, tu peux nous dire, le foot au Paraguay, c'est quand même quelque chose d'important. Je veux dire, c'est la fierté nationale. Bon, c'est aussi le sport national en France, mais c'est quand même un autre niveau, j'ai l'impression, au Paraguay. Donc, si tu peux nous donner un peu les expériences que tu as pu vivre ici. Oui. Et voilà. Honnêtement… moi tout de suite quand j'étais venu avec mon ami qui lui était carrément semi-professionnel, enfin presque même, je sais pas s'il était pro, mais enfin en France, honnêtement on s'est dit le football ça va être notre porte d'entrée sociale. Voilà, on va essayer de se trouver qu'il y ait des gens pour jouer, etc. Je sais que c'est rassembleur, peu importe le pays dans lequel tu es, le sport en général et le foot ça rassemble. On avait loué un premier Airbnb proche de Deportivo Recoleta. C'est un club de foot d'ici. On y allait quelques fois, les premières semaines, sans vraiment rencontrer de personnes, quand je dis intéressantes, qui nous ont en gros introduits. On avait rencontré quelques personnes, on leur avait dit bonjour rapidement, et ça c'était tout. Et ensuite on est tombé sur des personnes où on leur a dit écoutez, on est français, est-ce qu'on peut jouer avec vous? Ils nous ont dit oui, pas de souci. Et ils nous ont fait une dédicace à Jorge, c'était lui qui le premier, voilà, qui nous a introduits. Et en gros, ils nous ont mis dans le groupe WhatsApp avec tous leurs amis, donc il n'y avait que des Paraguayens. Et tous les mercredis, en fait, on joue au foot avec eux. Okay. Donc c'était super. Les gens ici sont fanatiques de football. Pour être honnête, j'ai plus, je pense quand même un peu plus qu'en Europe. C'est-à-dire que même dans un match de foot entre potes, ils vont se donner à fond. Des fois, je me disais, mais pourquoi autant d'engagement pour un match tranquille, quoi. Il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a rien du tout. Mais non, en fait, c'est plus fort qu'eux. C'est la gagne.
Et on le voit aussi au niveau. J'ai eu la chance d'aller dans des matchs pro, on va dire. Donc je suis allé à un match de Cerro Porteño, qui est une équipe de première division, et Olympia. C'est les deux plus grosses équipes d'ici. Hein. C'est comme Paris-Marseille, quoi. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Et pour être honnête, alors le niveau footballistique sur le terrain, je pense qu'il est, et j'ai des confirmations par rapport à ça, et je ne veux pas me mettre les Paraguayens à dos. Hein. Je préfère prévenir d'avance, mais le niveau est plus bas qu'en France. Voilà, une équipe de première ligue ici, ça vaut, je pense, une équipe de Ligue 2 fin de tableau, voire nationale. Okay. Je pense pas qu'Orléans soit plus nul que Olympia, par exemple, pour être honnête. Mais par contre, dans les tribunes, là, il est le spectacle. Là, il est spectacle parce que là, vous allez avoir le fanatique qui est dans le COP, qui est complètement fou, torse nu, avec des fois le tatou, les cuissons du club et qui chante tout le match, etc. Vous allez avoir la famille qui vient avec les enfants, mais tous les gens ont le maillot. Ouais. Tous les gens ont le maillot. Et vous allez avoir même les grands-parents, la grand-mère, le grand-père qui vient depuis 30 ans ou 40 ans au club et qui aussi a le maillot et qui sont complètement fous, quoi. Vraiment complètement fous. Qui crient, qui râlent, qui sont contents, ils passent par toutes les émotions. Mais je me souviens qu'au niveau de... Quand je suis allé au match d'Olympia, derrière moi, il y avait un couple de personnes âgées. Pendant le match, le match déroule, il se déroule comme il se déroule. Et j'entends que ça commence un peu à insulter et tout. Ça se lève, ça crie. Je me dis, ouais, bon, ok, ça, des supporters virulents, on en connaît tous. Hein. Mais en fait, c'était le couple de personnes âgées derrière. Ah ouais. Qui se levaient, qui criaient, qui disaient, mais c'est quoi ce bordel, c'est pas normal, et passe le ballon et tout. Je me suis dit, waouh, ça, j'avais jamais vu en France. Moi, je suis de Strasbourg, donc je vais au stade de Strasbourg, etc. Je suis assez impliqué dans le foot au niveau de ma région. Mais j'avais pas vu des gens qui étaient aussi fous que ça au stade, quoi, au stade. Okay. Donc voilà. Mais par contre, pour en revenir au football plus qui nous touche moi et vous, etc. Non, si ici vous êtes joueur de foot, vous allez facilement vous intégrer. Les gens sont super gentils. Ils vont tout de suite s'intéresser à vous parce que vous êtes étranger. Et la France, voilà, c'est aussi connu pour avoir un niveau de football qui est très très élevé au niveau mondial. Donc ici, en plus, vous avez un niveau qui est correct. Ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Énormément de portes. Ok, super stylé, ouais. Honnêtement, je remercie les gens que j'ai rencontrés locaux qui m'ont introduit, qui nous ont introduit avec mon ami dans le milieu du foot et dans le milieu social. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que au niveau du foot, là où je joue, tu as le directeur de... Parce que c'est pas un stade privé, mais en gros, c'est comme un... On peut louer le terrain pour jouer avec ses amis. Et en fait, le directeur de ce terrain joue avec nous. Okay. Et donc, il y a le directeur avec tous ses associés, mais il y a aussi celui qui fait le parking qui joue avec nous. Okay. Il y a le cuisinier, peu importe en fait. Sur le terrain, tout le monde est pareil. Il n'y a pas de différence sociale, de moyens, physiques ou peu importe. Et c'est ça que j'aime aussi. Et en plus, vu qu'ici, ils adorent ça, en fait, ils n'hésitent pas du tout à dire mais viens jouer, il n'y a pas de problème. Qui te mène à dire ok, ça fait un joueur de plus, on fait des changements, etc. C'est vraiment super, c'est vraiment super. Ouais, c'est vrai que je sais pas si tu étais là quand il y avait les matchs du Paraguay pour la qualification pour le mondial là. J'étais pas encore là, mais je suis normalement là encore pour le prochain. Je sais que s'ils font simplement match nul ou qu'ils font une victoire, ils sont qualifiés. Il faut juste un match nul. Ouais. Et ouais, moi je suis pas du tout foot honnêtement. Okay. Après j'aime bien regarder un peu quand c'est le mondial ça parce que j'aime bien le sport. Ouais. Mais c'est vrai qu'ici, juste là, c'était des matchs de qualif du mondial. Vraiment, tu vas rouler dans la ville, il n'y a plus aucune voiture. Ils sont tous soit à la maison en famille, soit dans les shoppings qui rediffusent en gros. C'est vraiment incroyable, quoi. C'est ville fantôme, quoi. Ouais. Ville fantôme pour le match. Ouais, c'est ça. On m'avait prévenu. J'avais un ami à moi qui avait fait un stage de 3 mois en Colombie et c'était pendant le mondial de 2018. Ok. Donc en plus, belle année pour l'équipe de France qui gagne le mondial à cette année-là. Mais en fait, il m'a dit que dès qu'il y a match, c'est pareil, ville fantôme, silence radio, tout le monde avec le maillot, tout le monde devant les télés. De la grand-mère au fiston, au chef d'entreprise, à l'employé, tout le monde. Et en fait, on m'a dit qu'ici c'était pareil. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Et j'avais vu des vidéos des réels Insta, TikTok, etc.
de la victoire du Paraguay contre l'Uruguay, contre l'Argentine, etc. C'était la folie dans la ville. Hein. Ouais. Mais moi je trouve que c'est plaisant de voir ça parce que c'est la fierté d'être paraguayen. Tu vois, pareil, il y a le drapeau paraguayen, etc. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en France, c'est quelque chose qu'on a perdu. Il n'y a plus vraiment d'identité nationale. Et bon, voilà, sans vouloir épiloguer là-dessus parce que c'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais je trouve que c'est quelque chose de très fort ici et c'est plaisant. Même moi, je suis français. Là, ça va bien, ça fait 2 ans que je suis ici. À partir de la 3e année, je vais pouvoir envisager de demander la nationalité paraguayenne. D'accord. Et tu vois, moi, je me dis après, si j'ai la nationalité paraguayenne, bah, je serais fier aussi de pouvoir prendre part à ça alors, je serai jamais vraiment paraguayen parce que je suis né en France et parce que j'ai été éduqué à la française, mais si j'ai des enfants ici, mes enfants seront 100% paraguayens et moi je me sentirai quand même intégré, tu vois. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Et je trouve que c'est une bonne dynamique de se mettre dans cet esprit-là, de se dire, en fait tu vis ton histoire à fond, du début à la fin, de A à Z, totalement à fond. Ouais. Et en fait, c'est ça aussi ce qui manque. C'est de ne pas oublier de ce qu'on est, de l'origine ou de là où on est né, etc. D'accord ? Moi, je pars du principe pareil qu'une personne, qu'elle soit blanche, toutes les couleurs de peau, etc. T'es né en France, t'es français. D'accord ? T'es né au Paraguay, t'es paraguayen. Ouais. Ok ? Comme partout. Et après, en fait, c'est ce que je dis. Je dis, il faut avoir. Et comme je dis, on n'est pas là, c'est pas le sujet de la vidéo épilogué, mais je te rejoins juste sur ça. C'est que. Enfin, soyez fiers, il n'y a pas de... Souvent en France, on est là, ah, tu mets le drapeau français, c'est pas bien, ces trucs... Il y a 10 milliards de théories et de débats sur ça, mais ici, il y a le drapeau partout, qui flotte partout, et personne ne dit rien. Et c'est bien, quoi, et c'est bien. Et il est où le problème ? On a le droit d'être fier de ce qu'on est, ou du pays dans lequel on est, ou même si ça fait 40 ans que vous habitez aux États-Unis, et que vous dites que vous êtes américain, bah ok, pas de problème. Bah ouais, pas de problème, vous embrassez pleinement la culture dans laquelle vous vivez, et la culture que vous avez choisie, parce que là, on parle d'un choix. Hein. Ouais. Voilà, on parle clairement d'un choix. Donc moi, je trouve ça très bien, quoi. Donc comme tu le dis, si toi, tes enfants sont paraguayens, enfin, tu as des enfants ici, ou peu importe, et que tu as envie de dire, bah voilà, moi je me sens pleinement intégré, j'ai ma nationalité, je suis avec une Paraguayenne ou un Paraguayen, ou peu importe, je dis ça, je te connais maintenant, mais une Paraguayenne, c'est génial, tu vois. Moi je trouve ça génial, honnêtement. Non, c'est clair. Ok. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes à raconter sur, je sais pas, des choses qui sont arrivées ici, qui peut-être t'ont surpris ou des petites anecdotes sympas, humoristiques, ou je sais pas. Des trucs différents, quoi. Ouais, des trucs différents. Moi, c'est pas. Alors, il m'est pas arrivé énormément d'anecdotes parce que ça fait pas énormément longtemps que je suis ici. Mais par contre, il y a un truc que je dis toujours, c'est que je trouve que les gens, ils ont toujours le sourire, ils sont toujours super gentils. Par contre, il y a juste des fois un truc où en fait, alors, ils aiment pas trop dire non. Ouais. Et donc en fait, ils vont te dire oui tout le temps, mais des fois, il n'y a pas. C'est-à-dire que vous allez au magasin, vous dites, c'est un exemple, hein, mais vous allez dire, est-ce que vous avez des fraises ? Ils vont dire oui, mais ils n'ont pas de fraises. Mais ils vont dire si, on en a. Tu vois, ça va être comme ça. Enfin, c'est un peu imagé, hein, mais c'est un peu comme ça. Mais par contre, toujours le sourire, toujours. Moi, c'est ce que je dis, j'ai eu la chance avec mon entreprise Men2 d'aller dans le quartier le plus pauvre d'Asunción. D'accord ? Moi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui m'apitoie sur le sort des gens à dire « Oh là là, on ne peut pas supporter toute la misère du monde, c'est comme ça, c'est l'humanité qui est comme ça, etc. » Mais quand on voit dans la condition dans lesquelles les gens y vivent, ça remet les pieds sur terre. J'ai vu des maisons où il y avait des trous dans les murs, il n'y a pas de béton au sol, et il y a 5 enfants dedans, dont des enfants en bas âge. Mais comme je disais, les gens, ils ont le sourire, et donc... l'entreprise là avec laquelle je travaille, on est en collaboration avec une entreprise qui s'appelle Taita, en gros qui fait de l'inclusion pour les gens, etc. Et donc en fait c'est une maison de quartier où il y a des vieilles dames qui viennent, qui n'ont pas les moyens d'aller en maison de retraite, où leurs enfants ne s'occupent pas d'elles ou peuvent pas s'en occuper à cause de leur boulot, etc. Et donc elles font des activités, du crochet, de la couture, du dessin, elles s'occupent d'elles, etc. Et en même temps elles s'occupent aussi de plantes pour une autre entreprise
alors je sais pas comment ils sont arrangés, voilà, mais qui fait des murs végétaux. Donc comme ça crée une synergie et je trouve ça bien du point de vue social. Et puis ça te permet de dire waouh, ok, moi je suis là, je me plains, mais il y a des gens, ils sont dans des situations très difficiles. Et moi, c'est ce que je dis, eux, ils sont dans des situations difficiles, mais c'est pas une personne qui habite en Somalie où lui, le but dans sa vie, c'est de savoir ce qu'il va manger dans la journée ou pas. Et c'est encore Donc c'est encore un niveau qui est encore en dessous, quoi. Donc voilà, c'était la petite anecdote et c'était pour dire que ici vous pouvez voir différentes choses. Le fait de saisir l'opportunité comme je l'ai faite, bah regardez, ça m'a ouvert des portes, ça m'a permis surtout, moi je prime beaucoup dans la vie le lien social et l'expérience, plus que le matériel ou l'argent. Moi je trouve ça, ce qui est beau dans la vie, c'est de créer des souvenirs. Là j'ai des souvenirs où je me dis waouh, ok, t'as fait ça, c'était incroyable, voilà. Donc après, c'est propre à chacun. Oui, c'est sûr. C'est propre à chacun. Et on va parler un peu de quelque chose de, quand je dis plus joyeux, là, c'était pas que c'est pas joyeux, mais notamment sur, c'est la parenthèse culinaire qu'on va faire là. Ouais. Je suis français, tu es français. Voilà. Je veux pas faire du chauvisme français, mais par contre, voilà, au niveau bouffe, etc., on est extrêmement bien calé. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que moi, la viande, je suis grand fan de viande. Ici, je suis aux anges. Le barbecue, asado, comme ils appellent et tout, magnifique, magnifique. Mais par contre, le reste... Alors, tout ce qui est les repas traditionnels, j'adore. D'ailleurs, si vous venez, c'est ce que je dis aux gens quand ils vont venir, mangez local. Mangez de la chipa wasu, sopa paraguaya, de l'asado, choripan, tout. Ouais. Mais par contre, ici, c'est ce qui m'a pas choqué, mais je me dis waouh, je commande une salade au restaurant. Ouais. Pas une salade César, ok, une salade en plus. On me ramène des feuilles de salade, des tomates posées dessus, des oignons posés dessus, sans rien. Ouais. Et quand j'explique ça aux gens, je leur dis mais ça en France, c'est impossible. On peut jamais vous amener juste des bouts de salade. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça, c'était pour tout. Le riz, j'avais commandé du riz. Alors, c'était du riz. Moi, je pensais que c'était du riz simple. Hein. En fait, c'était du riz au beurre. Mais c'était plus du beurre au riz que du riz au beurre. Ouais. Bah, ici, il y a aussi arroz queso. Je sais pas si tu connais. Arroz con queso? Non, queso, ouais, queso. Ok, ouais. C'est avec queso paraguayo. Ouais. Et ouais, c'est vrai que ça se fait plus comme ça. Ou alors les salades de riz, salade russe, une salade russe. Oui. Voilà. Il y a pas mal de plats un peu comme ça, parfois avec de la mayonnaise, etc. Tout à fait. Mais moi, je suis pas très fan, effectivement. Moi, ça va, honnêtement. Après, moi, c'est ce que je dis. Par contre, ça, c'est la petite... Si vous comptez faire un régime ici, oubliez. Hein. Non, ça, c'est clair. C'est impossible de faire un régime ici. Même en faisant attention et tout, c'est très compliqué. Après, tu peux, mais il faut vraiment contrôler ce que tu manges. Ouais, voilà. Mais par contre, sinon, tout ce qui est viande et repas traditionnels, c'est super bon. C'est très bien préparé. N'allez pas essayer d'aller les manger pas dans les trucs touristiques, attrape touristes, etc. Essayez de vous perdre un peu dans les petites échoppes où c'est moins attirant au niveau de l'œil, mais vous allez voir que c'est là où vous allez manger le vrai plat local et que vous allez vous dire waouh, c'est incroyable. Moi, je conseille aux gens d'aller manger ce qu'on appelle les comedors. Et c'est là où mangent vraiment les locaux ou alors les travailleurs, ils mangent là le midi, etc. Alors, c'est vrai que dans le centre exécutif, il y en a moins. Mais dès qu'on va dans la banlieue, ça, il y en a quasiment, bon, pas toutes les rues, mais il y en a quand même pas mal. Et il suffit de demander à quelqu'un dans la rue où est-ce qu'il y a un comedor et il vous dira, il vous donnera les adresses parce que c'est pas sur Google ça. Pas sur Google. Moi, c'est ce que je recherche. Moi, quand je vais dans les endroits en touriste ou voilà, j'essaye de trouver les endroits, notamment au niveau de la cuisine, où les gens mangent. Où est-ce que le banquier qui a sa pause de midi va chercher son truc. Pas où est-ce que le restaurant que tu trouves dans la carte de l'office du tourisme ou peu importe, ça m'intéresse pas. Et c'est là aussi que tu découvres les gens, tu vois vraiment la partie, les gens, les vrais locaux qui bossent et qui sont là, quoi. En plus, les gens dans les comedors, c'est vraiment à la paraguayenne. Ils ne voient pas d'étrangers, personne va là-dedans. Ouais, c'est ça. Donc quand tu vas là-bas, tu peux commencer à discuter avec les gens, tu es bien accueilli, quoi. Et
Et après, non, c'est super sympa. Moi, je me souviens, au tout début, j'habitais à Fernando de la Mora, donc c'est la banlieue. Et j'avais un comedor, alors c'était pas des Paraguayens, c'était des Argentins. Mais pour autant, tu sais, j'allais là-bas manger plusieurs fois par semaine, c'était super sympa. Quoi. Bah, moi, c'est ce que je dis, on est dans une capitale, c'est aussi international. Il y a énormément aussi d'autres restaurants issus d'autres pays et des pays aussi frontaliers ou d'Amérique latine. Si jamais je donne l'adresse qui est incroyable, allez chez Tacos Dealer. C'est des Mexicains. C'est des Mexicains. J'étais vraiment waouh. Et le restaurant, c'est un restaurant sympathique, mais c'est pas non plus un gros truc, etc. Et franchement, c'est génial, c'est super bon. Au shopping Mariscal, j'ai mangé des arepas vénézuéliens. Ils étaient super bons. Donc c'est bien aussi d'aller dans les restaurants, si je peux appeler ça restaurant ou food truck ou peu importe, aussi des étrangers du Paraguay qui veulent faire rayonner leur culture culinaire de leur propre pays. Et donc c'est génial, quoi. Mais globalement, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de diversité en termes de nourriture ici. Et tu trouves tout en vrai. Dans les supermarchés, tu trouves vraiment tout. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a le supermarché Casa Rica. Là, tu as pas mal de produits importés, des produits allemands. Donc ça va être vraiment des produits quand même de très bonne qualité. C'est beaucoup plus cher, c'est sûr. Mais moi, j'ai fait des pays où vraiment j'avais juste envie de rentrer en France parce que la bouffe était horrible. Et là, c'est pas un truc que je ressens ici. Ici, la bouffe me convient très bien. Donc, c'est un gros point positif. Moi, je pense que c'est un point positif et on le dit aux gens qui veulent venir ici. Après, vous ferez votre propre expérience. Mais pour moi, c'est cool de bien manger. Voilà. En plus, en tant que Français, on porte de l'attention à la nourriture. C'est cool de bien manger et je comprends. J'ai eu des retours aussi de personnes qui sont parties dans des endroits qui m'ont dit c'était catastrophique, je voulais juste rentrer, enfin impossible. Ici, non. Ça va se rapprocher de ce qu'on a en Europe. Il y a aussi, après, tout dépend aussi du prix que vous allez y mettre. Mais il y a aussi des pâtisseries. Ici, il y a, on va faire la pub, mais il y a La Galette ou d'autres petits restaurants qui font français avec des croissants, avec des crêpes. J'ai rencontré des Français qui faisaient des crêpes bretonnes. Je te donnerai l'adresse si tu veux. Mais, donc c'est cool aussi. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver, on va dire, de la cuisine de chez vous, de France. Mais ça ne changera pas beaucoup de ce qu'on trouve aussi en Europe et en France ici. C'est pas la Chine ou le Japon où c'est vraiment autre chose. Non, ici, ça se rapproche. C'est beaucoup de viande, de la salade, du riz. Même au niveau des pâtisseries, c'est des pâtisseries qui se rapprochent un peu de ce qu'on a en Europe, etc. Donc je trouve que vous allez être dépaysé, mais dans le bon sens du terme. Ouais, non, clairement. Voilà. Ok, bah écoute, je pense qu'on a déjà fait pas mal de tours. On a pas mal de tours. Écoute, merci beaucoup d'être venu et dites-nous dans les commentaires si vous avez kiffé le podcast. Si peut-être on fera une partie 2 si les gens ont peut-être des questions particulières ou même si on a encore plein de trucs à dire. De toute façon, on peut parler pendant des heures en vrai. Donc n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires, ça fait toujours plaisir pour Greg qui est venu aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine du coup. On se dit à la prochaine. Je te remercie pour l'invitation et comme tu as dit dans les commentaires, si vous avez des questions, moi ou un autre, on se fera un plaisir de vous répondre. Et puis voilà. Je te remercie, Matt. Vas-y, à la prochaine. Ciao. Ciao.